Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Tchad avance vers la fin de sa transition politique. Les 10 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 6 mai se préparent à entamer la campagne électorale qui débutera dans 2 semaines. Parmi eux, il y a Mansiri Loupsi-Créo. Son programme est à suivre dans cette édition. Le projet de nouvelle constitution a provoqué une levée de boucliers de la part de l'opposition au Togo. Des réactions qui ont poussé le président Faure Gnassingbé à demander une relecture de cette réforme par l'Assemblée nationale, moins d'une semaine après son adoption. Et la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo est l'un des dossiers brûlants du président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a pris ses fonctions en février. Ce dernier a reçu en audience à Nouakchott son homologue congolais Félix Tshisekedi. Détail à suivre dans cette édition. Poursuite du calendrier électoral au Tchad en vue de l'élection présidentielle du 6 mai qui doit mettre fin à la période de transition politique. La campagne électorale pour le premier tour se tiendra du 14 avril au 4 mai. Parmi les 10 candidats en lice, il y a Mansiri Loupsi-Créo, président du parti Les Élites. Il se présente pour la première fois et défend des idées pour le développement du monde rural. Son programme est à suivre dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Commentaire Nana Kamsoukom. Connu dans le monde des affaires comme un businessman réputé, Mansiri Loupsi-Créo s'est aussi forgé une notoriété en politique. Âgé de 41 ans, ce jeune ingénieur en équipement rural a commencé sa carrière politique en 1996. Il a milité dans différents partis politiques avant de créer avec ses amis en 2022 le parti Les Élites, dont il est le président. Aujourd'hui, il est l'un des 10 candidats qui vont concourir pour la magistrature suprême le 6 mai 2024 et entend bien défendre ses idées pour le développement rural. Quand on fait un peu le tour du Tchad, nous constatons que la population souffre énormément. Il y a de cela quelques mois, on nous a parlé de la santé. Or, en réalité, sur l'ensemble du Tchad aujourd'hui que nous avons sillonné, il n'y a pas un plateau concret du Nord. Il n'y a pas une structure sanitaire accueillante comme ça au Tchad. En dehors de l'hôpital Renaissance, que tout le monde connaît. Pour le candidat du parti Les Élites, le Tchad est un vaste pays rural avec des populations en majorité agriculteurs et éleveurs qui n'attendent qu'un plan Marshall pour valoriser ces 2 secteurs. Mansiri Loupsi-Créo estime qu'il faut donner les moyens nécessaires au monde rural pour soutenir le développement socio-économique à la base et lutter contre l'insécurité alimentaire. Il se dit être candidat pour la prospérité et le développement du monde rural. Il y a l'agriculture, l'élevage, qui est en réalité ce qu'on nous a appris dès nos bas âges à l'école, déjà en classe de 6e, que ce sont les 2 mamelles. Alors que ces 2 mamelles sont aujourd'hui oubliées. Ces 2 mamelles sont oubliées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça aussi, nous allons mettre sur la table. Donc, tantôt, je vous disais que nous ne sommes pas déjà en période de campagne, mais le moment viendra que nous allons étaler tous nos projets sur la table et que la population tchadienne écoutera. Mansiri Loupsi-Créo et son équipe de campagne comptent convaincre les Tchadiens moyens qui constituent l'essentiel des électeurs à voter pour le développement économique à la base et le bien-être social. La priorité, selon le candidat, est de doter le pays des infrastructures agricoles et pastorales, d'équiper les structures sanitaires et de renforcer l'éducation familiale et scolaire des enfants tchadiens. Et notons que si 10 candidatures ont été validées le 24 mars par le Conseil constitutionnel tchadien, 10 autres ont été invalidées, parmi lesquelles se trouve celle de Nassour Ibrahim Negui Koursami, candidat du groupe de concertation des acteurs politiques. Ce parti d'opposition a rejeté la décision de la Cour constitutionnelle et a fait savoir que son candidat participerait de gré ou de force à l'élection présidentielle du 6 mai. Nouveau rebondissement au
Togo, face à la levée de boucliers provoquée par l'adoption le 25 mars de la nouvelle constitution, le président Faure Gnassingbe a annoncé ce vendredi le renvoi de cette réforme devant l'Assemblée nationale pour une relecture. Il faut rappeler que cette modification fait entrer le Togo dans sa 5e République en passant d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Les explications de Pauline Minka. Adoptée le 25 mars 2024 par les députés, la nouvelle constitution selon laquelle le président serait désormais choisi sans débat par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans divise. Face à cette situation, le président de la République Faure Gnassingbe a renvoyé la nouvelle constitution devant l'Assemblée pour un nouveau vote vendredi 29 mars 2024. Certains experts souhaitent que toutes les forces vives soient consultées pour l'adoption de cette nouvelle constitution. Nous devons vraiment balle à terre. Le chef de l'État, tout le monde, on doit se concerter. Et la constitution de 92 a été tellement précieuse, a été obtenue par de grands sacrifices. Et il faut quand même qu'on respecte cette constitution et qu'on ne lui torde pas le cou de cette manière. La validation du texte par l'Assemblée nationale, dominée par le parti UNIR, suscite des tensions politiques. Selon l'opposition, la fonction du président du Conseil des ministres est une autre voie pour le président Gnassingbe afin d'étendre son emprise sur le pouvoir. Les religions ont également exhorté le chef de l'État à retarder la promulgation de la réforme et s'engager plutôt dans un dialogue politique inclusif après le scrutin législatif du 20 avril 2024. Nous savons que la lutte sera longue et difficile. Mais avec le peuple togolais, nous ferons tout notre possible pour empêcher ce coup d'État constitutionnel. Nous appelons la population à rejeter cela et à s'y opposer massivement. Le Togo, qui compte environ 8 millions d'habitants, est gouverné par la même famille depuis 57 ans, d'abord Eyadema Gnassingbe, puis par son fils. Faure Gnassingbe est au pouvoir depuis 2005 après avoir remporté les élections que l'opposition avait qualifiées de simulacre. La situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo est l'un des dossiers que le nouveau président en exercice de l'Union africaine aura à gérer au cours de son mandat. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu en audience son homologue congolais Félix Tshisekedi. Ce dernier était à Nouakchott pour une visite de travail de 2 jours qui s'est achevée le 28 mars. Plus de détails avec Samantha Saberou Saboubanga. Afin de restaurer la sécurité et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État mauritanien, également président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience le 28 mars 2024 au palais présidentiel de Nouakchott son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, au menu des échanges de la crise sécuritaire dans l'est de la RD Congo. Depuis son arrivée à la tête de la RDC, le président Félix Antoine Tshisekedi a mis en place une diplomatie offensive et active afin de trouver une solution par rapport à la crise qui sévit à l'est de la RDC. Est-il sûr que Félix Antoine Tshisekedi est reparti de Nouakchott avec une promesse, celle de voir l'Union africaine s'impliquer un peu plus dans le cadre de la résolution de cette crise et surtout dans le cadre de cette crise diplomatico-militaire qui oppose la RDC au Rwanda, le Rwanda qui est accusé de soutenir la rébellion du M23. Outre les questions de sécurité, les deux chefs de l'État ont également abordé les opportunités de renforcement de la coopération bilatérale entre la RD Congo et la Mauritanie. Ils ont exprimé leur volonté commune de redynamiser les relations dans plusieurs domaines, notamment le commerce, la pêche et l'éducation. Cette vision ambitieuse témoigne de la volonté des deux pays de consolider leurs liens et de promouvoir le développement socio-économique mutuel. Aujourd'hui, nous le savons que la Mauritanie joue un rôle très important puisque son président Mohamed Ould Ghazouani est actuellement celui qui préside l'Union africaine. Et cette présidence de l'Union africaine donne à ce dernier les possibilités pour être un peu plus actif dans le cadre de cette crise de la RDC, notamment en mobilisant les contingents qui ont été promis par la Commission de paix et de sécurité de l'organisation et surtout de faire en sorte que la communauté internationale puisse s'allier aux côtés de la RDC afin que cette partie du pays, notamment l'Est, puisse trouver une solution pérenne.
Le président mauritanien a exprimé son soutien diplomatique indéfectible au processus de paix déjà engagé par l'Angola et le Kenya. Ces processus visent à restaurer la paix et la sécurité dans cette région tourmentée de la RD Congo. Fin 2023, les Nations Unies estimaient que près de 7 millions de personnes étaient déplacées en RDC, dont 2,5 millions uniquement dans la province Nord Kivu, en proie à plusieurs conflits armés. Entre crise politique et crise sanitaire, les petites et moyennes entreprises peinent à se relancer en Tunisie. Leur financement reste l'un des principaux obstacles à leur développement, ce qui explique que près de 200 000 PME soient tombées en faillite en 2023. Pour inverser la tendance, un projet de loi en faveur de la lutte contre l'exclusion financière a été adopté en février 2024, une initiative que nous détaille Marie-Raphaël Antolo. En vue d'améliorer l'accès des petites et moyennes entreprises au financement et encourager la création d'emplois, la Commission financière et du budget relevant de l'Assemblée des représentants du peuple est revenue le 27 mars 2024 sur la nécessité de lutter contre l'exclusion financière en Tunisie. D'après les statistiques dévoilées par l'Association tunisienne des petites et moyennes entreprises, environ 200 000 petites et moyennes entreprises sont en faillite en 2023 contre 120 000 en 2022 pour des difficultés d'accès au financement leur permettant de mieux dynamiser leur activité. Le climat économique tunisien nécessite véritablement des réformes profondes et structurelles. La situation des entreprises particulièrement est extrêmement tendue, pour ne pas dire dégradée. Ce constat est fait dans un contexte marqué par l'adoption en février 2024 d'un projet de loi en faveur de la lutte contre l'exclusion financière. Ce projet de loi permet aux personnes défavorisées et à faible revenu ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises d'accéder au système bancaire et ses produits et services plus aisément. La situation en réalité, comme il y a une crise générale, ça s'est répercuté par aussi un contrôle extrêmement draconien qui a en fait peur à plein de chefs d'entreprise et je pense qu'il y a ce problème psychologique qu'il faut résoudre pour relancer toute la machine. Selon Fethi Zouer Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, il est également nécessaire de concevoir une nouvelle approche économique favorisant la création d'une nouvelle génération de petites et moyennes entreprises qui répondent aux impératifs de l'économie tunisienne en matière de création de la valeur et d'emploi ainsi que de croissance durable inclusive. La résilience énergétique est en marche au Burkina Faso. Le pays ambitionne de construire une centrale nucléaire dont la mise en service est prévue pour 2030. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle convention entre le Burkina Faso et la Russie a été signée le 25 mars au 13e Forum international de l'énergie atomique, Atom Expo, à Sochi. Plus de détails avec Catherine Gompey. Au Burkina Faso, le taux d'électrification actuel en milieu urbain est estimé à 67,4% selon la Banque africaine de développement BAD. Pour garantir l'accès universel à l'énergie et booster le développement du pays, le gouvernement burkinabé a signé le 25 mars 2024 un accord avec la compagnie russe Rosatom. L'accord qui vise la construction d'une centrale nucléaire devrait d'ici 2030 permettre à ce pays d'Afrique de l'Ouest d'atteindre un taux d'accès à l'électricité de 95% dans les zones urbaines et de 50% dans les zones rurales. Le défi énergétique est un défi majeur pour le Burkina en ce sens que l'énergie doit pouvoir soutenir tout ce qui est développement des différents secteurs économiques et sociaux. Nous avons un déficit assez grand et il s'agira dans les prochaines années de travailler à combler ce déficit afin d'accompagner cette politique d'industrialisation qui est en cours actuellement au niveau du Burkina. Avec ce projet, le Burkina Faso deviendra le 3e pays d'Afrique derrière l'Afrique du Sud et l'Égypte à disposer d'une telle installation. Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée sur les moyens de financement du projet.
À long terme, ce pays d'Afrique de l'Ouest veut appliquer l'énergie nucléaire dans l'industrie, à l'agriculture et à la médecine. L'année dernière, nous avons eu la rencontre entre le président Poutine et le président du gouvernement transitoire, M. Traoré, qui ont donné le démarre de la coopération dans le domaine des procédés nucléaires. Pendant presque l'année, on a préparé la feuille de route et on a désigné les étapes à faire. Dans sa marche vers la résilience énergétique, le Burkina Faso, aux côtés des autres pays de l'Alliance des États du Sahel, veut déployer des stratégies pour la sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique pour construire une centrale nucléaire d'ici 2034. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.